Paul Cézanne, un être très particulier, atypique, qui a marqué son temps, mais plus que son temps, parce qu'on l'intitule comme le père de la peinture moderne, un géant de la peinture même. Il est né à Aix-en-Provence en 1839. Et son père est banquier, et son père voulait faire de lui, justement, lui céder son comptoir. Et c'est pour ça qu'il l'a obligé à faire des études de droit, mais alors là, le pauvre, il a souffert un martyre à faire des études de droit. Et il n'arrêtait pas de faire des esquisses, des dessins, etc., au lieu de prendre les cours de droit. Donc c'était pour lui un véritable martyr. Il a connu Zola, Émile Zola, au collège, où il a appris les humanités, c'est-à-dire le grec et le latin. Et Zola a été son premier ami, son vrai ami. Et il a donné une description aussi de son ami assez particulière, parce qu'il l'a vu comme quelqu'un d'assez particulier, à savoir quelqu'un qui était fait d'une seule pièce, renfermé, bourru, quelqu'un qui était raide dans son comportement, façon de donner la main, quelqu'un qui était à part des autres. Il sentait bien qu'il y avait quelque chose, ce personnage, qui était quand même assez atypique, assez particulier. Mais il ne l'a pas compris totalement, puisque en 1886, lui-même, Zola, a écrit un ouvrage qui s'appelle L'œuvre, où il montre un peintre qui doute constamment et qui n'arrive jamais à aboutir. En fait, c'était Cézanne. Et depuis ce moment-là, Cézanne a coupé les ponts avec lui, parce qu'il n'avait pas compris le travail de Cézanne. Un travail qui dérogeait à tout ce qu'on pouvait comprendre de la peinture. Bon, il a ensuite, malgré le fait que son père voulait en faire de lui un banquier, il a pu s'échapper des griffes de son père et suivre Zola à Paris et aller de musée en musée, voir les œuvres des anciens, etc., s'imprégner de l'œuvre des anciens, de Chardin, de Poussin et d'autres. Et il a été intégré aussi au groupe des impressionnistes, le groupe avec lequel il y avait principalement Pissarro. Il a été sous la conduite de Pissarro qui lui a montré un peu le travail aussi de Courbet. Il a été au contact de Claude Monet, de Sisley. Comme tous ces impressionnistes, il a été refusé dans les différents salons, il a subi les sarcasmes des gens qui ne comprenaient pas les impressionnistes. Lui-même, il n'a pratiquement jamais rien vendu. Si ce n'est une toile à un aveugle, et tout le monde on a ri d'ailleurs, et la seule toile qu'il a pu vendre, à l'époque, c'était un aveugle. Donc, on montrait bien que, bon, il n'était pas du tout compris. Par ailleurs, même au sein des impressionnistes, il n'était pas compris. On le voyait déjà, il causait peu avec les autres. Toujours ce gars qui n'aimait pas, comme on disait, qu'on lui mette le grappin dessus. Ça, c'était Cézanne. Hein. Donc, il était dans les discussions, on l'entendait peu, hein, très peu. Il était toujours en retrait. Pourquoi ? Parce que l'émotion que ressentaient les impressionnistes, ses amis impressionnistes, c'était pas les émotions que lui ressentait. Lui, ce qu'il voulait dans la peinture, c'est quelque chose de beaucoup plus essentiel. C'est en dehors des simples sensations, des impressions. Il voulait une peinture fondamentale, une quête tout à fait particulière de recherche plus ontologique, on pourrait dire. Hein. C'est un peu technique, mais il voulait être à la source de l'œuvre, voir le début de quelque chose, dimension qui n'apparaissait pas évidemment à la vue de tout le monde. Et c'est ça qu'il recherchait. Donc il s'est très tôt séparé, du moins il s'est séparé des impressionnistes en 1879 définitivement pour justement rejoindre Aix-en-Provence. Et déjà quelques années avant, il avait créé une œuvre qui s'appelle La Tranchée, qui va signifier cette rupture avec les autres, qui va signifier sa façon particulière de travailler la peinture. C'est la tranchée. La tranchée, c'est un paysage qui lui montre justement une tranchée dans le paysage, une sorte de grande saignée dans le paysage qu'on voit et qui a été faite par les hommes pour desservir une voie de chemin de fer. Et déjà, dans cette toile, on voit apparaître pour la première fois la montagne Sainte-Victoire, qui deviendra après un thème favori de Cézanne. Alors Cézanne, pourquoi il a voulu montrer cette tranchée ? Parce qu'elle n'a rien d'esthétique. Au contraire des impressionnistes qui auraient valorisé peut-être le contexte naturel, végétal et tout, lui, il a montré la dure réalité. Il a montré le côté matériel, la souffrance ressentie par cette nature. Donc elle est ressentie, il l'a marquée par cette pauvreté des détails et tout. Il n'y a rien de joyeux dans ce spectacle. Il y a au contraire une dimension même tragique de la nature qui souffre. Et en cela, il rejoint très bien Heidegger,
Heidegger qui parlait de l'arraisonnement, de la technique, qui allait meurtrir l'être, etc. Donc c'est quelqu'un qui était très proche après des dimensions plus phénoménologiques de la nature, ou du moins de l'explication du monde environnant, et qui avait donné les premiers traits, grâce à sa peinture, d'une quête qui est tout à fait originale, tout à fait atypique, qu'on n'avait jamais entreprise avant lui. Donc ce travail fondamental qu'il a essayé de faire, grâce d'abord à la tranchée, et ensuite par les autres thèmes qu'il va aborder, les autres 3 thèmes qu'il va aborder, vont montrer que c'est un peintre qui est tout à fait différent des autres. Différent, point de vue humain, on a bien vu, parce qu'il était replié sur lui-même, donc on pourrait dire bourru, sans beaucoup de contact, mais finalement parce qu'il avait trop de choses à dire en lui-même. Il ne pouvait pas les partager, il n'était pas compris par les autres, il ne sera compris que tardivement grâce à son peinture et après sa mort. Parce que jusqu'à sa mort, en 1906, il n'était pas compris non plus. Il était retiré à Aix-en-Provence, il était tout seul, il ne vendait rien. Le but, ce n'était pas de vendre, parce qu'il avait la chance de bénéficier de l'héritage de son père, qui était banquier, qui lui a resté tout l'héritage. Donc il était totalement indépendant des marchands. Mais à sa mort, il y a des marchands d'art qui ont bien compris sa valeur et qui sont venus justement en quête de son œuvre. Mais il est resté inconnu par rapport à l'art officiel, inconnu de ses amis, rejeté même par Zola, qui voyait en lui qu'un peintre raté finalement. Hein. Et c'est à sa mort, seulement après sa mort, que son œuvre s'est révélée aux yeux du monde et est devenue un très grand, même un géant. Et Picasso disait « Cézanne, c'est notre père à tous ». Et maintenant, nous allons aborder ces 3 thèmes favoris. Les 3 thèmes favoris de Paul Cézanne ont été d'abord la nature morte, c'est-à-dire les pommes, ensuite le thème des baigneuses et baigneurs, et enfin la montagne Sainte-Victoire. En débutant donc le premier thème, c'est-à-dire les pommes, l'art pommesque, on a parlé de lui, de l'art pommesque. En fait, parler de la nature morte, c'était un genre qui était un peu désuet, parce que à l'époque, au 19e siècle, c'était un art mineur. Faire des natures mortes, c'était de l'époque de Chardin, donc c'était dépassé. Donc lui, pourquoi il s'est attaché à quelque chose de mineur, qui était peu valorisant pour un peintre, dans la mesure où ça l'intéressait, dans sa quête justement toujours de l'être. La pomme, c'est quelque chose qui flétrit lentement, donc ça l'intéressait, qui n'était pas trop touché par le temps, hein, l'espace et le temps, donc ce qui l'intéressait, c'est la pérennité de l'être, dans le fait que ce soit une nature morte, mais qui ne flétrissait très difficilement ou avec le temps. Hein. Donc déjà ça, et la forme déjà, les formes rondes, etc., lui permettaient d'éviter de trop s'apesantir sur les volumes, etc. Et surtout, l'aidait dans les coloris. Mais surtout, il va essayer de donner quelque chose, un sens nouveau à cette nature morte, en jouant sur la perspective. Je me fais comprendre, la perspective, il va disposer de telle façon les objets qu'on a l'impression qu'ils deviennent presque vivants. Et même à un certain niveau, il s'échappe même de la toile et s'arrache de la composition. Donc il va donner, par la disposition de ces différents, que ce soit pommes, il n'y a pas seulement des pommes, mais il va mettre à côté des pommes un pichet, il va mettre d'autres objets à côté, et il va souvent faire une mise en scène presque théâtrale de son sujet, les pommes, par une nappe blanche. Tout ça dans l'esprit de rendre vivant cette composition. Nature morte, mais en réalité, ils vont faire une nature vivante. Il va essayer de toucher le fond même de cette chose, la rendre vivante, donner l'être des choses qui, en apparence, sont des natures mortes. Et ça, c'est déjà une grande avancée dans sa peinture et une force énorme que sa peinture peut révéler grâce à son art. Deuxième thème que va aborder le peintre Paul Cézanne, ce sont les baigneuses ou les baigneurs. Alors ce thème est assez particulier parce qu'il veut mettre en évidence les correspondances que le peintre va mettre en lumière entre les humains, le corps des humains et la nature. Il va articuler ça sous les formes des feuillages. Parce que les 2 groupes de femmes, c'est le tableau, je parle notamment du tableau Les Baigneuses de 1890, on voit 2 groupes de femmes sorties de l'eau pour se sécher, elles sont sous des arbres. Et le deuxième groupe, notamment, on voit des équivalences entre leur chevelure et les ramures de ces arbres, hein, et des oscillations identiques. De même,
au niveau des corps de ces personnages, c'est des corps massifs de femmes qu'il a voulu mettre en équivalence avec les troncs d'arbres. De même que leur inflexion et le bruissement de ces arbres, etc., correspondent tout à fait aux attitudes humaines. Tout cela pour dénoter qu'il veut mettre une vie propre à cette nature. Quitte à dénier le caractère humain dans son ensemble, il a voulu forcer un peu le trait pour montrer justement la force de l'être dans cette dimension naturelle. Et surtout, il a voulu nouer les mains errantes de la nature. Comme il disait toujours, il voulait nouer les mains errantes de la nature. Et de manière assez exceptionnelle, il trouve un peu, bon c'est un peu philosophique, je veux dire, le logos humain à travers la nature qui serait le palaceps. Donc le palaceps, les hiéroglyphes, donc il va décoder un peu une dimension insoupçonnée, insoupçonnable dans cette nature. Troisième thème que va aborder Paul Cézanne, c'est la montagne Sainte-Victoire, qu'il va cesser de peindre et repeindre, jusqu'à la fin de ses jours d'ailleurs, puisqu'il est mort en 1906, en peignant toujours la montagne Sainte-Victoire. Alors certains diront encore, il n'arrive pas à aller au bout, il se répète, il se cherche. Pourquoi autant de répétitions? En fait, ces répétitions, ça résulte plutôt d'un travail en profondeur. Il voulait aller jusqu'au bout des choses. Et aller au bout des choses avec un paysage typique du Sud. Alors ça c'est important, c'est qu'il voulait reconstituer des sensations colorantes, restituer des sensations colorantes au contact d'un paysage, mais d'un paysage du Sud. Et en cela, il est très proche d'un Nicolas Poussin, un peintre du XVIIe siècle, qui a quitté Paris pour s'adonner à sa peinture à Rome et donner cette dimension très classique des paysages, très construits, très ordonnés, une dimension où on peut allier la forme, la ligne courbe à la ligne droite, une belle harmonie dans tout. Donc c'est l'ordre classique qu'il a voulu dessiner, montrer la grande organisation de la nature du paysage. Et dans cette suite, Cézanne a voulu continuer et aller plus loin encore dans cette quête justement de Nicolas Poussin. Il a voulu faire du Poussin sur nature. Et comme exemple le plus typique du Nicolas sur nature, ça a été la montagne Sainte-Victoire. Et la montagne Sainte-Victoire, il veut révéler quelque chose d'inouï en elle, cette quête qu'il a découverte dans la peinture déjà, de l'être. Et il va découvrir cette dimension sacrale, si on peut dire, en donnant une concrétisation picturale tout à fait autre du paysage. Ce paysage, il va le rendre absolument vertical. Au lieu qu'il soit une partie horizontale, il va rendre vertical par sa technique qu'il va utiliser de la peinture. Une peinture qu'on peut dire un peu grossièrement appliquée, puisque c'est par couche de peinture qu'on va voir dessiner en apparence cette montagne Sainte-Victoire. Manet a pu dire justement, c'est pas un peintre, c'est un maçon. Il construit à l'aide de la truelle. Or, c'est volontairement qu'il l'a fait pour dessiner, pour la volonté d'étager les plaques de couleurs pour dessiner une sorte de verticalité et puis au-delà même, essayer de découvrir les débris des origines, des mondes originaires. Donc révéler l'essence de l'être, l'essence de la nature, son organisation lorsqu'elle a été formée au premier temps de la formation de l'univers. Donc il y a un peu cette dimension-là qu'il a voulu évoquer dans cette peinture. Et cela n'a pas échappé à Heidegger, qui a vu justement dans ce travail une sorte de traversée de la forêt, cette trouée, cette clairière, où justement il va essayer de dessiner, où il a dessiné le passage de l'être dans la nature. Alors on a dit de lui qu'il était le père de l'art moderne, et qu'il était le géant de la peinture moderne même. D'abord, comme je l'ai dit, il a essayé de trouver des parallèles entre la nature et des formes géométriques, les sphères, cylindres, cônes, etc. Donc, ça fait penser au cubisme, école de Braque et de Picasso. Et aussi, dans la forme de sa construction, de sa peinture, au fur et à mesure, jusqu'à sa mort en 1906, on voit se dessiner des parties presque abstraites. Il arrivait à une telle simplification qu'on a l'impression qu'en découpant une partie de ces toiles, on avait une œuvre abstraite. Donc déjà là se dessinait une direction dans la peinture qui sera l'abstraction.